Imaginez un ministre qui balance tout, sans filtre, devant le monde entier. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui sur Mentalité de Sahélien, on va écouter ensemble Monsieur Abdoulaye Diop, la voix forte du Mali, qui a décidé encore une fois de dire toute la vérité. Et pas une vérité tiède. Un discours qui secoue les chancelleries, qui met les points sur les i et qui renvoie les donneurs de leçons à leurs contradictions. Restez bien jusqu'à la fin, parce que ce qu'on va entendre, c'est un mélange explosif de diplomatie assumée, de tacle politique millimétré et d'une vision claire pour l'avenir de l'AES. Ici, pas de langue de bois, pas de blabla creux. On vous sert la vérité brute, avec une dose de fierté sahélienne et ce petit piquant qui fait toute la différence. Alors, avant de plonger dans ce moment historique, faites-nous un petit cadeau. Aimez dès maintenant cette vidéo afin qu'elle puisse être proposée à plus de monde, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos scoops brûlants sur le Sahel et ses coulisses. Prêts? Commençons maintenant. Et aujourd'hui, si nous regardons de façon générale, vous constaterez que l'AES est quand même connue et que c'est une réalité aujourd'hui et qui est aussi prise au sérieux en tant qu'institution. À notre avis, l'élément crucial et qui a été le point de départ était la question sécuritaire. La question sécuritaire sur deux dimensions. D'abord, sur le plan de la gestion solidaire de la sécurité. Parce que vous savez, en Afrique, chacun gère sa sécurité individuellement. Où nos partenaires viennent aider, gérer la sécurité à notre place souvent et à leur façon. Donc c'est la première fois, en tout cas dans notre espace, qu'on avait une approche de cette nature qui vient dire que quand vous attaquez un pays, vous attaquez tout le monde. Je suis certain que si on avait un tel mécanisme en place au niveau africain, on n'aurait pas eu l'invasion de la Libye. Parce que la posture qui a été prise... Donc ça, à mon avis, c'était un pas important. Le deuxième qui est important, c'est que vous voyez les opérations militaires sur le terrain. Les opérations conjointes. Aujourd'hui, l'avancée vers la mise en place d'une force unifiée. Nos armées travaillent ensemble à un niveau d'intégration extrêmement poussé aujourd'hui. Il y a des résultats qui viennent sur le terrain. Et ce qui est important à retenir, c'est que nos pays le font sur la base de leurs propres moyens et sur la base d'un nouveau paradigme sécuritaire qui font que le Burkina peut intervenir au Mali, le Mali peut intervenir au Burkina. Donc pour moi, ce démarrage est aussi le démarrage d'un nouveau paradigme, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle forme de solidarité entre nos pays et qui aussi met en place une nouvelle vision de nos relations avec l'extérieur. Donc je ne veux pas à ce stade m'engager à faire un bilan, mais quand on regarde la photographie de façon objective, on se rend compte que c'est une organisation sérieuse qui établit ces différents mécanismes, tant sur le plan sécuritaire, sur le plan de la diplomatie. Vous voyez que de plus en plus, nos pays parlent d'une seule voix sur la scène internationale. La dernière en date, c'était au Forum sur le développement durable à Séville. Sur le plan du développement, il y a aussi beaucoup de projets structurants qui sont en place, dont la mise en place d'ici la fin de l'année de la Banque confédérale d'investissement. Donc il y a des avancées importantes, mais ce n'est qu'une première année. Mais la dynamique est aujourd'hui enclenchée et de plus en plus, les gens se reconnaissent dans cette dynamique. Je pense qu'on reviendra sans doute plus en détail avec les autres questions, mais je crois qu'aujourd'hui, l'AES est une réalité intangible et certainement incontournable en Afrique de l'Ouest. Il faut contextualiser les choses, parce qu'au moment de la création de l'AES, elle a été d'abord créée en tant que mécanisme de défense collective, défensive, entre les trois pays, face à une menace existentielle qui était la menace d'intervention militaire de la CEDEAO en République du Niger qu'il fallait stopper. Et comme je l'ai dit, la réaction du Mali et du Burkina à l'époque a permis de stopper ça. Parce que nous n'avons pas fait pour faire plaisir au Niger, mais nous étions convaincus que dans la bataille où nous nous situions, mais une attaque au Niger finirait à Bamako et à Ouagadougou. C'est évident. Même si ça n'arrivait pas là-bas, mais un pays comme le Niger qui a lutté pendant près de 10 ans contre les groupes terroristes, etc., mais vous venez, vous attaquez une armée régulièrement établie, mais c'est pour avoir la libre circulation des groupes terroristes dans notre espace. Donc nous l'avons fait aussi pour nous-mêmes. Quoique ça, c'était la première étape pour pouvoir stopper ça.
Mais à partir de là, nous partons effectivement du constat que le Liptako Gourma lui-même a toujours été une entité géographique, géoculturelle assez homogène depuis des années. Et qu'il fallait mutualiser nos efforts, parce que la charte même prévoyait justement que nous puissions lutter ensemble contre le terrorisme et contre toutes les formes de menaces liées à l'insécurité. Donc c'est de là que nous sommes partis, qu'il fallait arrêter d'abord cette menace et partir du volet sécuritaire, et ensuite nous sommes passés de ce mécanisme de défense collective maintenant à l'étape confédérale, qui fait que la confédération, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas une organisation, mais c'est une organisation d'États. C'est des États qui se mettent ensemble, qui décident d'abandonner une partie de leur souveraineté pour réaliser un certain nombre d'objectifs. Et naturellement, la sécurité, il fallait consolider ça, mais nous sommes aussi dans une guerre, même pour la sécurité, si nous ne travaillons pas ensemble vis-à-vis de l'extérieur, même la sécurité, on ne pourra pas l'assurer. Donc c'est pourquoi la diplomatie est devenue importante. C'est aussi l'autre front pour défendre nos pays. Et nous ne pourrons ni faire la diplomatie ni la sécurité s'il n'y a pas une cohésion entre nos populations, si nos économies ne sont pas liées, si on ne crée pas un développement économique. Dans nos pays, Amadou Sampi, on doit comprendre que nos pays n'ont pas le choix de faire des choses dans une séquence de bon, faisons la sécurité, quand on finit ça, on va faire la diplomatie, quand on finit, on va développer. Non, on doit à la fois marcher et courir, malheureusement. Donc tous ces éléments sont aujourd'hui liés parce que nos pays aussi sont venus ensemble dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, de menaces, d'adversité, mais aussi pratiquement de déstabilisation organisée. Parce que le terrorisme auquel nos pays font face aujourd'hui, le président le répète assez régulièrement, ça n'a rien de religieux. C'est quelque chose qui est monté, fabriqué, soutenu par des puissances, certains, puissances de la région, pour des besoins de néocolonisation ou même de domination, parce qu'il y a des voisins qui veulent nous dominer aussi. Donc, et c'est eux qui entretiennent ces groupes. Ces groupes ciblent des objectifs politiques pour pouvoir changer la donne. Et le chemin que nous, on a choisi, c'est une remise en cause du statu quo, une remise en cause du modèle néocolonial, une remise en cause de toute forme de domination et d'hégémonie, que ce soit par des anciennes puissances coloniales ou par des États de la région qui pensent qu'eux, ils doivent subjuguer d'autres. Je crois que ça, c'est vraiment pour comprendre un peu ce qu'il y a. Tout est lié, mais le plus important pour nous, c'est vraiment l'approche, c'est qu'on a décidé de faire ça ensemble. Naturellement, on a pris la diplomatie, la sécurité et le développement, mais il y a beaucoup d'autres questions, comme il l'a indiqué, sur lesquelles nous travaillons également, mais ça, c'est les piliers essentiels pour pouvoir construire le reste de l'édifice. Alors, si on reste dans la diplomatie avant d'arriver au ministre de la Communication, à Guilienne, dans cette offensive diplomatique, on voit que vous êtes un peu détourné de l'Hexagone en allant vers la Russie. Et c'est-à-dire que vous cherchez un nouveau partenaire? Je ne pense pas qu'on cherche l'Hexagone ou la Russie, mais on cherche l'intérêt du Mali. Si l'intérêt du Mali passe par Moscou, ben nous y passerons. Donc nous, c'est l'objectif que nous recherchons. Parce que si on prend la sécurité, pourquoi on s'est tourné vers la Russie? Parce que nous avons pensé que le modèle qui existait ne répondait plus à nos attentes. C'était un modèle qui renforçait que la dépendance, si on prend que sur le plan sécuritaire, qui ne formait pas nos gens, qui ne mettait pas les Maliens, le Mali, en capacité d'assurer sa sécurité. Et même avec nos ressources, on nous déniait la possibilité d'acquérir des équipements. Et nous pouvions avoir ces équipements avec la Russie. C'est pourquoi nous sommes allés là-bas aujourd'hui avec la Chine, avec d'autres. Donc pour nous, le curseur, c'est notre intérêt, que ce soit dans le domaine sécuritaire, dans le domaine du développement ou même dans le domaine des relations entre États. Mais là où l'intérêt nous commande de partir, on ira. Dans le passé, ce qu'on nous niait, c'est qu'il fallait être autorisé par Paris, par Washington, pour faire ses choix. Aujourd'hui, on s'est totalement libéré de ça. Et beaucoup de pays en Afrique sont en train de se libérer. Nous avons l'ambassadeur du Tchad ici. Ce n'est pas un courant AES. Il y a l'AES, mais aujourd'hui, la dynamique que l'AES a enclenchée
mais traverse le continent entier parce que les gens veulent vivre dans la dignité. Les gens veulent vivre dans le respect. Les gens veulent sortir de la dépendance, de cette arrogance, de cette condescendance de penser que nous sommes supérieurs. On connaît nos anciennes puissances coloniales, on partait dans des réunions, à peine s'ils n'allaient pas dire aux gens, tu ne peux pas aller au Mali, mais le Mali nous appartient. Pour parler au Mali, venez chez moi d'abord. Donc c'est ce cordon-là que l'AES a coupé. Maintenant, il faut juste qu'on reprenne confiance en nous-mêmes pour pouvoir avancer. Et comme il l'a dit, c'est dans le mental d'abord. La colonisation, là, et tout ce dont on est en train de parler, c'est dans le mental. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Les gens s'assument. Maintenant, il faut que nous-mêmes, nous ayons confiance en nous. Mais qui aurait pensé que le Mali aurait pu survivre à 8 mois d'embargo? Personne. Mais le jour où l'embargo a été décidé, mais les gens étaient désemparés. Mais les gens se sont réunis, ils se sont ressaisis. On en est sorti. Quand on a créé l'AES, mais les gens ont dit que c'était de la blague. Certains chefs d'État ont même dit que c'est un fantôme. Mais aujourd'hui, ces fantômes les empêchent de dormir. Voilà. Je me tourne vers M. Diop. Vous avez presque inventé un concept diplomatique aujourd'hui qui fait ravage en Afrique. Le changement de narratif. Le mot était prononcé dans la diplomatie, mais vous en avez fait un cheval de bataille. Quelle est l'importance de ce petit mot et quel est son effet sur la jeunesse en particulier, mais sur la population africaine en général? Le changement de narratif est extrêmement important parce que, comme il l'a dit, aujourd'hui, la nouvelle frontière, c'est la guerre de la domination par l'esprit. Autrefois, il fallait envoyer des militaires et autres pour nous coloniser. Aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin. Avec les moyens de communication, les moyens de l'intelligence, les bibliothèques, ils peuvent être assis à Paris et à Washington et ils vont nous amener à agir et à réfléchir exactement comme ils veulent. Donc si nous voulons nous réapproprier nos pays, ce n'est pas seulement à travers nos ressources, c'est d'abord à travers le contrôle de l'esprit et du narratif. Parce que quand le narratif est faux, mais il n'y a plus rien à faire, parce que ça veut dire qu'on est même le terrorisme, pour pouvoir le qualifier, pour comprendre de quoi on parle, mais si on le définit comme un Français le définit, c'est que tu n'auras pas le même résultat. Donc c'est pourquoi le narratif est extrêmement important, parce que on est dans la manipulation. On veut présenter les choses comme ils veulent. Donc on peut même monter toute ta population contre toi parce que ta population est sur le narratif d'autrui. Je disais récemment à une conférence à Ségou que le combat dans lequel nous sommes, il ne faut pas seulement tourner la page, mais il faut même sortir du livre de ceux qui nous ont dominés. Oui, parce que tu ne peux pas battre quelqu'un sur son propre terrain de cette façon. Donc c'est pourquoi le narratif est important. Ça veut dire que nous devons prendre confiance en nous-mêmes. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons nous-mêmes pouvoir raconter notre histoire, parce que malheureusement, même notre histoire est racontée par d'autres. Quand on regarde même dans les journaux, on prend des choses, nos pays sont taxés d'être des juntes, par exemple. Et très souvent, j'étais moi-même assis dans une télévision, je suis allé donner une interview d'une télévision étrangère, mais qui est une télévision assez amicale. Mais je rentre, je m'assois, ils parlent de junte malienne ou des choses comme ça. Ça veut dire qu'eux-mêmes, bien qu'ils sont sympathiques à notre cause, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire ça. Et on a dû même contacter, on s'est rendu compte que les gens prennent des dépêches de l'AFP et eux, ils republient. Voici tous nos journaux pour appeler nos autorités. Vous êtes obligés d'utiliser des langages dévalorisants, avilissants et dénigrants d'autres. Ça veut dire qu'on a un gros problème. Donc c'est pourquoi le narratif est important. Il faut que toi, Sampi, tu appelles ton pays, tes autorités, comme tu veux les appeler, et non les appeler comme les autres les appellent. Parce que ceux qui font ça, qui nous appellent jeunes, mais ils blanchissent des terroristes. Il y a des terroristes qui dirigent des pays, aujourd'hui ils sont blanchis, et toi on continue à t'appeler junte. Et le pays voisin, quelqu'un a fait la même chose, lui il n'est pas junte.
Donc c'est pourquoi c'est important que les mots, les narratifs ont un sens particulier, parce que même nos enfants, s'ils répètent ces choses-là, donc c'est pourquoi la question de narratif, il faut que nous nous réapproprions notre histoire, que nous définissions les choses telles que nous souhaitons, et que ce que le Mali veut faire, ce que l'AES veut faire, c'est à nous de le définir. Et c'est à nous d'amener les autres à nous respecter et à se mettre dans cette dynamique. Donc c'est pourquoi, en résumé, je vais dire que la question de narratif est liée aussi à la question de changement de paradigme. Parce que le changement de paradigme veut dire que nous voulons plus faire les choses. Mais pour que nous y arrivions, il faut que même le narratif, l'histoire de nos pays, nos façons de voir les choses, rien n'est neutre. Donc c'est pourquoi notre rôle, le rôle de la jeunesse, le rôle de tous ces gens, faisons attention à tout ce qu'on utilise parce qu'on peut naturellement, sans le savoir, être dans le livre d'autrui. Et aujourd'hui, nous voulons pouvoir revenir dans notre propre livre. Si on doit tourner la page, tournons la page du bon livre. Je suis aussi convaincu que nous sommes dans une série de distractions. Il faut que nous-mêmes, on puisse progressivement sortir de ces distractions pour comprendre quels sont les enjeux réels. Une des grandes distractions aussi, c'est le terrorisme. Hein? Parce que le terrorisme, là, c'est en train de nous occuper. Et qui meurt? Mais c'est entre nous, Burkinabés, Maliens, Nigériens, Tchadiens, on s'entretue. Toutes ces maladies qu'on crée là, on est dans la distraction. Cette guerre informationnelle, on est encore dans la distraction. Et on passe toute la journée à commenter des incidents, l'actualité, pendant que des puissances sont occupées, ils ont des objectifs. Quand ils créent le terrorisme, il y a quelque chose qui les intéresse. Pendant que vous vous entretuez, ils prennent le contrôle. Donc, je veux que chacun de nous, on prenne assez de recul pour essayer de comprendre ces choses et se projeter. Vraiment, ne nous distrayons pas par rapport à ça. Parce que surtout, ils veulent nous occuper. Parce que tant qu'il y a ça ici, nous, on va dire qu'on a du travail. Mais il faut qu'on prenne de recul en se disant que, bon, ça, c'est peut-être un obstacle, mais il y a des enjeux plus grands. La population, pour nous, c'est une richesse, mais pour beaucoup de ces pays, notre population est une menace. Et ils viennent nous donner des programmes pour détruire la jeunesse, là, pour que ça ne puisse pas être un atout pour nous. Et tous ces pays ont des populations vieillissantes. Donc je crois qu'il faut encore une fois que nous-mêmes nous puissions analyser les choses en nous disant que ne nous laissons pas dans le piège de la distraction. Il faut y faire face, mais il faut toujours identifier qu'est-ce qui est essentiel pour aller de l'avant. Très rapidement, une minute pour le mot de la fin, à commencer par le ministre Diop. Écoute, on n'a vraiment pas grand-chose à ajouter, sauf que nous aussi, on a beaucoup appris. Hein? J'avoue, en écoutant nos frères du Sénégal, nos sœurs du Burkina, du Niger et du Tchad, ça veut dire que vraiment cet exercice-là est utile. Il faut qu'on ait beaucoup plus d'interactions et que dans nos pays, on ne se voit plus dans des silos. La presse d'un côté, les diplomates de l'autre, les militaires de l'autre. C'est un combat commun, comme quelqu'un l'a dit. Quand ils viennent, ils ne vont pas choisir qui est pour, qui est contre. Je crois que c'est important pour nous de nous sentir concernés, d'échanger. Et encore une fois, ce que j'explique aux gens, oui, il faut soutenir la presse, certainement financièrement, en créant nos médias, en faisant beaucoup de choses qui ont été dites. Nous venons aussi parce que nous pensons que donner notre temps, notre présence à la presse aussi, c'est important qu'on soit là et qu'on soit ouvert, qu'on réponde aux questions de la presse. C'est aussi la meilleure façon, de notre point de vue, de vous parler que de parler toujours à des médias qui nous tapent dessus du matin au soir. Donc je voulais vraiment vous féliciter pour cette opportunité, vous réitérer l'engagement des plus hautes autorités de travailler avec vous dans le respect mutuel, mais dans la défense de nos pays, parce que c'est ce qui est le plus important. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Vous venez d'entendre Abdoulaye Diop, sans filtre, sans compromis. Ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est plus qu'un simple discours. C'est un acte politique fort, un message clair envoyé au monde entier. Le Mali ne se contentera plus de subir. Il choisit de parler haut, de défendre ses choix et de tracer sa propre route, main dans la main avec ses partenaires stratégiques. Dans un contexte où l'AES fait l'objet de toutes les critiques, ce genre de prise de parole marque un tournant. On n'est plus dans la diplomatie timide, mais dans l'affirmation assumée, frontale, d'une vision souveraine. Et que l'on soit d'accord ou pas, une chose est certaine. Ces mots-là résonneront longtemps dans les couloirs du pouvoir,
de Bamako à l'international. Alors, à vous de jouer. Que pensez-vous de cette franchise? Est-ce que, selon vous, cette position renforcera l'AES face aux pressions extérieures? On veut vos avis dans les commentaires. Et comme toujours, un like qui claque, un abonnement qui régale et la cloche activée pour ne rien rater des prochains épisodes de Mentalité de Sahélien. Parce que la suite risque d'être encore plus brûlante.